Eh bien écoutez, merci d'être avec nous pour cette conférence sur le sujet du droit au logement. Merci de braver le climat caniculaire. Alors on répète les bons conseils, pensez à bien vous hydrater pendant la conférence. Si vous vous sentez mal, ne vous levez pas parce que vous risquez de tomber. Tapez plutôt sur l'épaule de votre voisin pour qu'il puisse vous venir en aide. Et puis normalement, notre conférence va être tellement passionnante que je suis sûr qu'il n'y a aucun risque de déshydratation. Alors, je vais commencer mon propos déjà en me présentant. Moi, je suis William Martinet, député des Yvelines, membre du groupe parlementaire La France Insoumise et engagé sur plusieurs sujets, et notamment celui du logement. Et donc, je suis très heureux là d'être avec vous pour cette conférence. Très heureux pour, on va dire, deux raisons. Déjà, première raison, c'est qu'on parle logement. Et le logement, c'est un sujet politique extrêmement important. Dans la vie des gens, la question du logement, elle est majeure. Avoir un toit au-dessus de sa tête, et si possible en bon état, pas suroccupé, pas trop éloigné du travail ou de l'école des enfants, c'est une question fondamentale dans le quotidien des gens. Donc il faut que nous, en tant que mouvement politique, on s'intéresse le plus possible à cette question du logement, qu'on ait un programme, des revendications et qu'on soit engagé dans la lutte sur cette question. Mais si vous êtes là à cette conférence, c'est que vous êtes convaincu de l'importance du sujet, donc je n'ai pas à vous convaincre. Et la deuxième chose qui fait que je suis très heureux d'être avec vous là, c'est la qualité du plateau que nous avons et des intervenantes qui sont là. Puisque nous avons trois intervenantes que je vais vous présenter juste après, qui chacune, dans leur secteur, eh bien, sont à la pointe de lutte sur la question du droit au logement. Et donc, mesdames, merci d'être là avec nous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Djangou Traoré. Djangou, alors elle a plusieurs casquettes. Djangou, tu es militante dans les quartiers populaires, tu animes le collectif de locataires du Franc-Moisin en Seine-Saint-Denis et tu me fais aussi le plaisir d'être avec moi la co-animatrice du pôle auto-organisation à la France Insoumise. Voilà, donc merci Djangou d'être ici. Nous avons aussi Fatouma Camara qui est là. Fatouma, tu milites à l'association Alliance Citoyenne de Seine-Saint-Denis et toi tu as été très engagée alors, sur plusieurs sujets du logement, mais notamment dans une campagne militante sur le sujet des passoires thermiques. Donc tu pourras nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et évidemment, les passoires thermiques qui en plein été se transforment en bouilloire énergétique, c'est un sujet d'actualité. Donc merci d'être là pour nous en parler et pour parler de ta lutte. Et la dernière, c'est Delphine Bouet. Delphine, donc, tu es membre d'un collectif d'habitants de Lorient, qui est aussi membre de l'association nationale qui est le DAL. Et toi, le sujet de mobilisation d'engagement principal pour ton association, c'est la question des meublés touristiques et voilà, du droit au logement pour les habitants permanents des zones touristiques, là en l'occurrence en Bretagne. Donc Delphine, merci aussi d'être là et de nous parler de ce combat éminemment important. Donc vous avez vu, on a un très beau tableau. À la fois, on a différents secteurs de lutte du logement et à la fois, on a, je disais, des militantes qui sont engagées, qui sont en première ligne dans ces luttes et dont le propos, évidemment, sera de ce point de vue-là particulièrement intéressant. Donc moi, ce que je vous propose comme organisation de la conférence, pas très original, hein, c'est qu'on va chacun notre tour prendre la parole. On va commencer par vous, mesdames, où le but, on s'est dit, en 10 minutes maximum, vous essayez de nous résumer un peu les enjeux de vos combats, la façon dont vous avez mené les luttes, les revendications que vous avez et un petit peu les perspectives devant vous. Et une fois que vous aurez parlé chacune d'entre vous, moi je reprendrai la parole, cette fois pour dire de mon point de vue, on va dire de mon poste de bataille dans le domaine du logement, c'est-à-dire la bataille parlementaire que je mène avec mes collègues insoumis. Parce que mine de rien, depuis 1 an à l'Assemblée nationale, on a eu beaucoup de sujets logement qui sont passés, dont je vous apprends rien, qui étaient non pas des avancées, des progrès sociaux, mais qui étaient des attaques contre le droit au logement. Et on a bataillé vaillamment. Alors tous les députés insoumis, mais notamment 2 que je veux citer qui mènent ces batailles souvent avec moi, François Piquemal qui est juste ici, et Daniel Simonet, que je n'ai pas croisé, je crois, mais qui est aussi en première ligne avec nous dans ces combats. Et donc, j'aurai la lourde tâche de vous résumer toutes ces batailles parlementaires. Voilà. Et une fois qu'on aura discuté de tout ça à la tribune, évidemment, on discute avec vous. Normalement, il nous restera 45 minutes. Voilà, 45 minutes d'échange avec la salle, questions, interventions. On pourra débattre de tous ces sujets. Si ça vous va, s'il n'y a pas d'objection, je vous propose qu'on commence. Et Djangou, je ne sais plus, on avait tiré au sort, mais je crois que c'est toi qui commence. Donc, Djangou, je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Merci d'être présent et d'assister à ce débat-là qui est droit au logement, passons à l'action. Je vais vous faire un petit rappel du collectif Franc-Moisin Saint-Denis. Donc nous, le collectif Franc-Moisin, on s'est créé suite à un plan de rénovation urbaine. Donc en 2015, on a créé le collectif Franc-Moisin parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la rénovation urbaine. Et à partir de là, on s'est dit avec les habitants qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on allait mettre le nez dans toutes ces affaires-là et surtout dans le cadre de vie. Donc là, je vais faire un petit rappel rapidement du collectif. Après le Covid, on a eu la très grosse surprise d'avoir eu des augmentations de loyer. C'est-à-dire qu'on a eu des augmentations au niveau du loyer qui allaient de 15 €. Et après, on a eu au niveau de nos charges locatives qui ont doublé, voire triplé. C'est-à-dire que le chauffage qu'on payait par exemple 50 € a été facturé 95 € ou voire 90 € ou un peu plus 100 €. Nous, on pensait qu'on était les seuls à être touchés, c'est-à-dire juste notre bailleur en fait. Donc on est parti directement en manifestation, demandant des comptes aux bailleurs. Et on s'est rendu compte, après cette manifestation-là, que le bailleur nous a dit que non, le coût de l'énergie a augmenté. Donc c'est pour ça que le loyer, les charges locatives qui sont l'eau et le chauffage ont augmenté. Mais le problème qui se pose, c'est que quand tu augmentes l'eau et le loyer de cette manière-là, la première chose à faire, c'est de prévenir le locataire. Le locataire habite bien dans le logement et paye un loyer et ses charges. La première chose à faire, c'est de prévenir le locataire, de mettre des affichettes déjà dans le hall et surtout de lui envoyer un courrier, de lui dire, écoutez, voilà, le prix de l'énergie a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Donc, voilà, tout augmente. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait chercher un petit peu aux alentours si c'était juste notre bailleur ou c'était tous les autres bailleurs. Et on s'est rendu compte que dans toute la France, que ce soit Marseille, Paris, Grenoble, Lyon, Villeurbanne, tous les locataires du parc HLM étaient touchés par ces grosses augmentations de charges locatives. Et à un moment donné, ces charges locatives-là, ça ne peut plus continuer. Parce qu'avec le salaire qu'on touche, nos salaires n'ont pas augmenté, les minima sociaux n'ont pas augmenté, le minimum vieillesse aussi n'a pas augmenté. On ne peut pas se permettre de payer les factures, des factures excessives comme ça, sous prétexte que l'énergie a augmenté. Donc nous, on est parti directement en faisant un appel des locataires et en mettant tous ces collectifs et ces habitants au sein de cet appel, et on a plusieurs propositions phares, mais on a une revendication qui nous tient à cœur. Cette revendication, elle est simple. Nous, ce qu'on demande, c'est le blocage des prix, en fait. Le blocage des prix de l'énergie. Parce que, en fait, cette hausse de l'eau chaude et du chauffage, elle va continuer. Elle va continuer. Elle va plus se finir. Si aujourd'hui, on ne se bat pas, si aujourd'hui, on ne se met pas tous ensemble pour dire stop, nous ne sommes plus des vaches à lait, on demande le blocage de l'énergie, ça va continuer d'année en année. Sans compter que chaque locataire, au sein de son bailleur, reçoit un décompte annuel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un décompte annuel. Le décompte annuel, c'est une catastrophe. Parce que là, c'est vraiment le récap et le récapitulatif sur l'année en cours, l'année passée. Et cette année passée, le locataire, il peut se retrouver à payer entre, moi j'ai carrément 3 000 €. On facture à des personnes des 600 mètres cubes d'eau chaude, 300 mètres cubes d'eau froide. Et ça, c'est plus possible. Sous prétexte que le coût de l'énergie est passé par là. Les actions à mener, elles sont là. Il faut que tout le monde soit collectif, que tout le monde soit ensemble pour dire que ce n'est plus possible que les locataires du parc HLM et autres ne peuvent plus payer en fait ça. Ne peuvent plus payer. Ok, si on nous augmente les salaires, allez, une augmentation de 500 €, voire 600 €, même si je rêve. Ok, si on nous augmente les minimums vieillesse et les minima sociaux. Mais là, c'est plus possible. Donc voilà en quoi notre lutte est menée aujourd'hui au sein du collectif, même si on a la lutte principale qui est en rue, mais on a la lutte aussi sur le cadre de vie qui dit que
c'est plus possible. Et on demande le blocage de l'énergie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc pour rebondir sur ce que Django vient de dire, il faut savoir que le 23 septembre, il y a un rassemblement solennel devant l'USH de Paris. Ça sera juste avant d'aller au rassemblement contre les violences policières et la justice sociale. Donc restez à l'écoute, on n'a pas encore l'heure. Donc pour revenir à ma partie, donc, je m'appelle Fatouma Camara, je suis locataire HLM à Aubervilliers, dans le 93. Je suis aussi vice-présidente de l'Alliance citoyenne au niveau national. Donc, vous m'entendez? Ah, excusez-moi. Donc, face aux nombreux problèmes de logement qui touchent ma famille, mes voisins, mes amis, donc j'ai monté un syndicat de locataires à Aubervilliers. Donc, on fait partie d'autres syndicats comme à Grenoble, Lyon, Villeurbanne, Châlons au sein de l'Alliance citoyenne, donc qui rassemblent les habitants pour mener des luttes contre le mal-logement, les discriminations, les problèmes d'handicap dans les quartiers populaires. Donc, à l'Alliance, nous, on pense que tous ces problèmes se cumulent et sont liés. C'est pourquoi on a une approche intersectionnelle. Donc là, c'est juste pour faire une petite présentation de l'Alliance citoyenne. Donc, on va revenir aux problèmes de logement, notamment aux passoires thermiques. Donc, à Aubervilliers, dans mon quartier, à la Maladrerie, des familles sont dans une précarité énergétique insupportable, car elles vivent dans des logements passoires. Donc, exemple, j'ai une locataire qui paie 350 € de chauffage en plus de ses 450 € de loyer pour un revenu net de 1 200 €. Et malgré cela, il ne fait pas plus de 15 degrés dans l'appartement. Donc, vous trouvez cela normal? Donc, pour moi, c'est non. Donc, on a lancé un syndicat de locataires de logements passoires pour faire entendre notre voix avec Aline Lotutala, suppléante de M. Bastien Lachaud, et qui est aussi membre de l'Alliance citoyenne, et d'autres villes ont fait comme nous, comme à Grenoble ou bien Villeurbanne. Donc, je vais vous donner l'exemple, c'est à l'allée Nicolas de Staël, à la Maladrerie. Donc, des locataires sont venus nous voir avec des factures qui montent à 3 000 € à l'année. Et ils ont des problèmes d'isolation, on est parti chez eux, d'isolation, d'humidité et tous les problèmes qui s'en suivent derrière en fait. Et ces personnes, ils souffrent, ils n'en pouvaient plus, donc ils sont tournés vers nous pour qu'on puisse les aider en fait à interpeller le bailleur parce que tout seuls, ils ont fait des courriers, des mails, ils n'ont pas reçu de réponse et ils n'y arrivent pas en fait. Donc nous, on a mobilisé ces locataires-là, donc on a interpellé le bailleur en faisant des actions non violentes. On a interpellé aussi la municipalité, donc à travers la mairie. Donc on a fait une action au conseil municipal qu'on a un peu perturbée. Et finalement, on a réussi à mettre tous ces décideurs autour de la table et obtenu victoire. Et il faut savoir aussi qu'on est parti chercher aussi un allié, qui est la Fondation Abbé Pierre, qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Donc, la mobilisation donc, elle a permis d'avoir de nombreuses victoires et d'accélérer les rénovations. Il y a des personnes qui ont déménagé. Il y a d'autres où l'Office a décidé de faire des rénovations en fonds propres. Donc, pour vous dire que les luttes payent. Merci. Donc, je suis désolée, hein, c'est une première fois pour moi. D'accord. Donc, alors nous, ce qu'on constate, c'est que le service public du logement est sur la bonne voie. Donc, on va bientôt pouvoir éradiquer les logements passoires chez les bailleurs sociaux depuis la loi climat. Cependant, ce qu'on constate, c'est que le problème est ailleurs maintenant. Donc, car les plus grosses parts de logements passoires sont dans le parc locatif privé, environ 45%. Et 50% du locatif privé est détenu par 3,5% de propriétaires qui arrivent à faire des arrangements avec les entreprises de diagnostic pour avoir des DPE, EOD, donc pour échapper à la loi. Donc, il y a des profiteurs qui refusent l'urgence sociale et climatique et les rénovations. Donc, je vais vous donner deux exemples. Donc, à Aubervilliers,
on avait une propriétaire qui refusait de faire les travaux. Donc, avec l'Alliance, on a fait des recherches justement sur cette personne. On a constaté qu'elle habitait une villa dans l'Oise et qu'elle était sur une liste du Rassemblement national. Donc, on a réussi à lui mettre la pression et elle a entamé des rénovations du jour au lendemain. Donc, vous ne savez pas comment je suis soulagée parce que pour moi, c'est une belle victoire. Donc, le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est à Grenoble. Donc, j'ai des camarades comme Antonin ou Yasmine qui sont locataires dans un immeuble où 80% des logements sont très mal isolés et les 3/4 des appartements appartiennent à une famille millionnaire mais qui refuse de faire des travaux. Car pour eux, le logement est un placement immobilier donc qui touche des rentes sur notre précarité énergétique et continue d'abîmer le climat de même. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut de l'argent public pour faire ces rénovations Donc, pour moi, désolé de mettre les pieds dans les plats, mais est-ce qu'on veut vraiment donner de l'argent à des propriétaires pour rénover leur capital immobilier? Donc, pour moi, le marché n'est pas la solution. Donc, c'est pour ça qu'à l'Alliance, on a monté le projet Territoire Zéro Logement Passoire, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, de Greenpeace et du réseau Action Climat. Alors, les deux composantes pour prendre les propriétaires en sandwich, c'est des leviers pour les collectifs locaux pour une vraie planification écologique. Donc, la deuxième, qui est très importante au niveau du terrain, c'est la construction de puissants syndicats de locataires des logements passoires pour renforcer les pouvoirs des premiers concernés. Donc, la ville de Villeurbanne ou de Grenoble, ou l'agglomération de Grenoble, se sont engagés là-dessus. Alors, moi, maintenant, ma question, s'il y a des élus locaux insoumis parmi vous ou parmi vos connaissances, vous pouvez venir vers moi à la fin pour qu'ensemble, on puisse planifier une écologie territoriale contre les logements passoires. Et le plus important, je crois, c'est que les premiers concernés aient ce soutien-là, car si on laisse faire la rénovation, seront des rénovictions. C'est-à-dire les loyers vont augmenter, les familles populaires éloignées, plus loin en périphérie des villes. Donc, justement, nous avons monté ce syndicat pour faire reculer cette injustice, parce que pour moi, c'est une grosse injustice. Donc, on a lancé des pétitions, on a mis des banderoles sur les immeubles avec Greenpeace, on a mené des enquêtes. Donc maintenant, nous, dans nos revendications, on a 3 demandes. C'est de 1, transférer le coût des factures de chauffage sur les propriétaires récalcitrants. La deuxième, c'est de réquisitionner les pires logements passoires pour transformer en logement social, car le service public est plus efficace pour les rénovations énergétiques. Et la troisième, c'est de lancer une vraie planification écologique territoriale avec les collectivités pour des villes zéro logement passoire. Donc, ils nous aident à cartographier les logements, donc faire bouger les propriétaires et soutenir les locataires parce que c'est eux qui souffrent là-dedans. Donc, cet hiver, on va lancer une grande grève des loyers dans les logements passoires. Donc, on a besoin de votre aide. Donc, merci de donner votre compte si vous voulez suivre notre campagne, soutenir, nous aider à monter un syndicat dans votre ville. Donc, je pense que tous et tout ensemble, on va gagner. L'union fait la force. On peut briser facilement une brindille, mais si on met 50 brindilles ensemble, ça devient impossible à casser. Vous pouvez essayer. Donc, s'il y a des locataires concernés parmi les passoires thermiques, je me répète, n'hésitez pas à venir me voir. Et s'il y a des élus insoumis intéressés par les passoires thermiques, je suis à votre disposition. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, merci beaucoup. Moi, donc je m'appelle Delphine Bouette, je ne suis pas locataire, je ne suis pas première concernée par les difficultés de logement. Et pourtant, je me mobilise sur le logement. En fait, pourquoi ? Parce que tous mes proches sont confrontés à des difficultés pour payer leur loyer, pour payer leurs charges et sont éloignés de plus en plus en périphérie.
Donc moi, j'habitais pendant longtemps à Rennes et je suis partie de Rennes notamment parce que je souhaitais acheter un logement et que les prix avaient trop augmenté. Et j'ai vu toutes mes amies qui ont été éloignées dans les périphéries et dans la campagne de Rennes, ne pouvant plus payer les loyers. Et une majorité des colocations qui permettaient encore d'avoir des loyers moins chers être vendues aussi ces dernières années. Donc, par exemple, à Rennes, en 5 ans, les loyers ont quasiment doublé. Et le prix à l'achat des appartements et des maisons ont augmenté de plus de 30% par an. Donc c'est énorme. Si je prends la Bretagne en entier, même avec les régions de campagne, par rapport au loyer, on a une augmentation de 4% des loyers pour les logements vides. Et pour les logements meublés, qui sont les plus courants, on est sur une augmentation de 20% en un an. Donc chaque année, une augmentation de 20% sur des logements meublés, sachant qu'il y a quasiment plus que ça comme logement à louer. En fait, les gens n'arrivent plus à trouver de logement et donc s'éloignent de plus en plus de leur travail, de leur famille et de leur lieu de vie. Donc, en gros, ces meublés, le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est même plus des baux de 1 an. En fait, aujourd'hui, c'est des baux de 9 mois qui sont dits baux mobilité et qui fait qu'au mois de mai et au mois de juin, les gens sont mis à la rue tous les ans. Donc voilà, donc je ne suis pas directement concernée, mais j'ai tellement de gens autour de moi qui sont directement concernés que j'ai eu envie aussi d'être alliée, d'être soutien sur cette lutte. Et j'ai rejoint l'association Tous un toit Pays de Lorient en Bretagne pour essayer de faire bouger les choses là-dessus. Et voilà, comme tu le disais, Fatouma Camara, dans le marché privé, il y a vraiment ce problème qu'une toute petite minorité de gens possèdent la moitié des locations. Donc c'est énorme. En gros, ça veut dire qu'il y a 15 millions de personnes qui dépendent des mêmes 3,5% de la population. Et donc, eux, ils décident le montant des loyers. Voilà, enfin, ils ont un pouvoir phénoménal, en fait, sur le niveau de loyer qu'ils vont mettre en place. Et donc, voilà, nous, on entend souvent en France et en Bretagne encore plus qu'on est un pays de petits propriétaires. Soi-disant, tout le monde est petit propriétaire. Déjà, non, pas du tout. Il y a plus de 30 millions de Françaises et de Français qui sont locataires. Et moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt un pays où une minorité de maxi-propriétaires possède une majorité des logements. Enfin, clairement, on est là-dessus. Avec du coup la part des revenus qu'on va consacrer au loyer qui augmente de plus en plus. Donc, c'est aussi un peu les mêmes raisons qui ont fait se mobiliser les locataires sur Lorient. À la base, en fait, c'était des locataires qui, pour la première fois de leur vie, à la sortie du confinement, n'ont pas trouvé à se loger. Et on commençait à dormir sur des canapés à droite à gauche, à devoir habiter à 40 minutes sans transport en commun de leur lieu de vie. Et en fait, c'est des gens qui, pour le coup, avaient pas forcément vécu en logement social, enfin ça dépend desquels, mais en tout cas, qui n'avaient jamais été confrontés à ce type de difficultés. Et voilà, qui ont eu envie de se mobiliser là-dessus, qui ont vu l'association ALDA dans le Pays Basque, qui est très connue sur les questions de résidences secondaires et de logements touristiques. Et elles ont eu envie de faire pareil. Et donc, en gros, nous, le problème en Bretagne, c'est vraiment les prix. Mais pas que les prix, c'est aussi la disparition vraiment des logements. En fait, quand on cherche, si vous cherchez aujourd'hui à louer
un logement, par exemple à Lorient, vous pouvez aller sur Le Bon Coin. Vous voulez chercher une location, vous trouverez, il y a beaucoup de chances que vous ne trouviez pas de location de plus de 9 mois. Il n'y a pas d'annonce. Et ça, c'est très, très souvent, à chaque fois qu'on vérifie. Voilà. Donc, en gros, les gens, comment ils font pour trouver des logements? En fait, il faut qu'ils contactent les multipropriétaires de Airbnb pour essayer de négocier de sortir le logement de la location touristique, pour essayer d'avoir un bail d'1 an. Ou alors, il faut avoir un très bon réseau et trouver par du bouche à oreille. Mais en gros, par les annonces, c'est très compliqué. Et on a plein de témoignages de gens qui nous disent qu'ils refusent du coup des emplois à cause de ça. Parce qu'en fait, soit il n'y a pas de logement du tout, soit ils sont devenus inaccessibles, soit c'est beaucoup trop loin. Et le niveau de salaire ne permet pas en fait, de prendre le boulot et à la fois de payer le loyer et le carburant. Donc voilà, en gros, c'est ça le principal problème en Bretagne, mais pas que en Bretagne, hein, dans une grande partie de la France en fait. Autant au niveau des loyers que de la raréfaction des logements. Et nous, on venait vraiment en colère du coup contre cette création de ce bail mobilité là, qui a autorisé des baux à partir de 1 mois. Normalement que pour les étudiants, mais maintenant, en fait, tout le monde les met en place, enfin tout le monde, les multipropriétaires les mettent en place pour tout type de personnes, fraude totalement le droit par rapport au baux, et donc on va vous proposer un bail de 6 mois alors que vous n'êtes pas du tout étudiant, et voilà, donc de manière totalement illégale. Par rapport à du coup ce que nous on a fait pour se mobiliser par rapport à ça cette année, en fait on a participé à l'organisation de 2 manifestations régionales et de 2 manifestations locales. Il y a eu en tout en Bretagne 7 manifestations pendant l'année justement pour baisser les loyers et pour relibérer des logements. Il s'est passé plein de choses. Je vous ai fait une grande liste. Il y a Saint-Malo qui a mis en place des quotas pour les Airbnb. Il y a une Malouine qui a gagné un procès contre sa voisine multipropriétaire de Airbnb parce que cette propriétaire n'avait pas demandé le changement d'usage du logement. Parce que pour faire basculer dans les villes où il y a un numéro d'enregistrement, pour faire basculer un Airbnb de logement d'habitation en logement commercial, il faut faire un changement d'usage et évidemment, normalement, avoir l'accord de la copropriété. Donc, il y a eu ça. On a lancé aussi une pétition qui a réuni plus de 10 000 signatures. J'ai amené le livre. On a l'association de Douarnenez qui fait un travail extraordinaire et qui a travaillé pendant 5 ans sur qu'est-ce que ça veut dire d'habiter dans une ville et dans une zone touristique en termes de logement, et qui a commencé une tournée dans toute la France. On a eu l'association du Trégor qui a réussi à faire élire un représentant chez un bailleur social. On a organisé 3 jours d'université pour parler de tous ces sujets-là à Lorient, et on va recommencer l'année prochaine, pardon. Et on est intervenu aussi auprès de députés, auprès d'Anaïque Lemeur, auprès de députés du groupe Lyotte et auprès de députés du Morbihan. Donc, en gros, pour conclure, nous, ce qu'on demande, on a 4 demandes de notre côté. Ce qu'on demande, c'est la généralisation de l'encadrement des loyers. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. En fait, les loyers ont énormément augmenté partout. Donc, il y a besoin de baisser les loyers partout. On n'est plus dans un moment où c'est une ville ou une autre. Les gens s'en sortent plus, ni avec le loyer, ni avec les charges. On demande la généralisation de la limitation des résidences secondaires, que ce soit avec des quotas comme en Suisse ou en Autriche, ou que ce soit avec une taxation mais qui soit conséquente, qui puisse vraiment en fait diminuer le nombre de résidences secondaires.
On demande aussi la limitation des Airbnb. Donc pareil, il y a 2 systèmes, mais on y reviendra dans le débat si ça vous intéresse, soit par quota, soit par compensation. Donc quota comme à Saint-Malo, compensation comme à Bayonne ou à Paris, par exemple. Et la 4e demande, c'est l'arrêt des coupes financières de l'habitat social. Donc en fait, on sait, par exemple en Bretagne, que juste en agissant sur les résidences secondaires, en diminuant simplement de 10% les résidences secondaires et en diminuant les locations de Airbnb, on pourrait loger 100 000 personnes supplémentaires. À minima. Vraiment à minima. J'ai fait tous les calculs, le plus bas, du plus bas, du plus bas, pour que... Voilà. Juste en diminuant de 10% les résidences secondaires et en limitant les Airbnb par des quotas ou par des compensations, pourrait loger 100 000 personnes de plus. Donc en fait, c'est énorme. La possibilité de logement, de loger des gens et de diminuer du coup les loyers est énorme. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour passer à l'action. C'est la question de la conférence. Comment passer à l'action? Si vous êtes dans l'ouest de la France, vous pouvez rejoindre le réseau Ouest en nous écrivant, nous, à notre association qui s'appelle du coup Tous un toit Lorient. Donc, l'adresse, c'est toustintoit-lorient@protonmail.com. Et Tous un toit, ça s'écrit TEUSTESUNTOIT. On a aussi Facebook, Twitter, et du coup, on pourra vous intégrer, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de l'ouest de la France, mais en tout cas, on pourra vous intégrer au réseau Ouest qui se mobilise sur le logement. Vous pouvez aussi, où que vous soyez en France, en fait, rejoindre des syndicats de locataires, des collectifs de locataires, des associations d'AL. Et s'il n'y en a pas, c'est possible aussi de faire des choses. On a 2 dates en préparant, on s'était dit qu'on avait 2 dates importantes, cette date du 23 septembre et cette date du 30 septembre, où le 30 septembre, on a la journée nationale pour la baisse des loyers et des charges partout en France, qui a été initiée notamment par le DAL et par la plateforme Logement pour toutes et tous. Et donc, soit il va y avoir des actions près de chez vous, soit il va y avoir des actions chez vous, soit vous pouvez organiser facilement des petits trucs, une manifestation si vous êtes motivé, vous demandez à une amie syndicaliste de vous aider pour la déclaration. Et si vous n'avez pas la motivation pour aller jusqu'à une manifestation ou un rassemblement, vous pouvez même organiser un pique-nique. Vous faites un événement Facebook, un événement Insta. En tout cas, le 30 septembre, ça va être une grande journée et on a vraiment envie que ça bouge un maximum partout et que ces questions de loyer, de charges et d'accaparement des logements s'améliorent parce que là, c'est plus possible. Alors, merci beaucoup pour vos interventions et la présentation de vos luttes, de vos revendications. Je pense que c'était très utile de faire les interventions dans cet ordre-là, c'est-à-dire que vous 3, vous commenciez, parce que ça va permettre de faire la démonstration, finalement, de la façon dont nous, notre action parlementaire de députés France Insoumise, est en fait le prolongement des luttes et des revendications que vous avez sur le terrain. Et ça fonctionne dans les 2 sens, c'est-à-dire quand vous menez une lutte, quand vous construisez un rapport de force, quand vous produisez des revendications, eh bien nous, il faut qu'on les amène jusqu'à l'Assemblée nationale, jusqu'au lieu de pouvoir. Et vous le savez aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble ces derniers mois, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous, à l'Assemblée nationale, c'est, on va dire, un poste de vigie, parce que ça nous permet de voir quand un texte de loi dangereux arrive, eh bien ça nous permet de nous en faire le relais et de vous prévenir, vous acteurs de terrain, vous qui êtes en lien avec les gens, de dire attention, voilà un nouveau coup qui va vous tomber dessus, préparez-vous, soyez capables de riposter et menons cette bataille ensemble. En tout cas, je trouve que, et c'est la première chose, le premier message que je voulais faire passer aujourd'hui, ce travail entre associations, collectifs et parlementaires et mouvements de la France Insoumise en général, c'est quelque chose d'extrêmement important et j'espère qu'on arrivera non seulement à le continuer, mais également à le renforcer. Alors, pour ce qui est des batailles parlementaires, vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a fait avec les collègues ces derniers mois. On a eu finalement pas mal de sujets logement qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Je vais essayer de les résumer. On a eu un premier sujet autour de la question, et ça c'est Django qui l'a évoqué,
de la hausse des loyers et des charges. Donc un sujet pouvoir d'achat sur le logement. Évidemment une question centrale parce que dans le choc inflationniste qu'est en train de vivre la population française, on dit que tout augmente à juste titre, on dit que le caddie au supermarché a pris 20, 30, 40% et c'est vrai et c'est met les gens dans la difficulté, mais n'oublions pas une chose, quel est le principal poste de dépense dans le pays, notamment des catégories populaires? C'est le logement. Je vais même vous donner un chiffre, une tendance sur le long terme. Dans les années 60, les dépenses de logement, ça représentait en moyenne 10% du budget des Français. Aujourd'hui, on est en moyenne à 30%. Alors en moyenne, hein, ça veut dire que, encore une fois, si on est des catégories populaires, si on est dans les zones urbaines denses où le logement est le plus cher, on est généralement bien au-dessus de 30%. Et il y a beaucoup de familles qui ont un taux d'effort à cause du logement, c'est-à-dire la proportion de leurs revenus qu'elles doivent mettre dans le logement, qui est parfois à 40, 50% ou encore plus. Donc ce sujet du logement, il est hyper important sur la question du pouvoir d'achat et donc sur la question de pouvoir tout simplement vivre dignement. Parce que, là aussi, Diangou et les autres, vous pourriez en parler, le logement c'est tellement important, on a tellement peur de perdre son logement que même quand on n'a pas beaucoup d'argent, quelle est la priorité des priorités qu'on se donne? C'est de dire il faut que je paye mon loyer. Je sacrifie tout le reste, mais je suis tellement tétanisé à l'idée d'être expulsé, de me retrouver à la rue avec ma famille que avant tout je paye mon loyer, je sacrifie tout le reste pour ça. Et y compris, Diangou, c'est toi la dernière fois qui m'en avait parlé, qui me donnait l'exemple de familles qui prenaient des prêts à la consommation pour pouvoir payer leur loyer ou pour pouvoir payer leur augmentation de charges. Voilà, ça c'est des exemples à avoir en tête, notamment parce que quand il y a parfois un discours, même souvent, un discours de droite qui est stigmatisant contre les classes populaires et qui parle de ces locataires mauvais payeurs qui ne veulent pas payer parce que vous savez, dans notre pays, le droit protège tellement les locataires qui se permettent de ne pas payer leur loyer, c'est tellement à des années-lumière de la réalité sociale du pays, c'est tout le contraire qui se passe. Bref, ce sujet du pouvoir d'achat, comment est-ce qu'on l'a abordé ? Première question, c'est celle de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Là, sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, mais je résume quand même le sujet. Vous savez qu'un propriétaire bailleur, il a le droit d'augmenter le loyer en cours du bail en fonction de cette IRL. Si l'IRL est de plus 1%, votre propriétaire, sans vous demander votre avis, tous les ans, il a le droit d'augmenter votre loyer de plus 1%. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Une décision politique, un choix du gouvernement, une première fois l'année dernière, de faire un IRL à plus 3,5%. Ça, on l'a voté en juillet de l'année dernière, pendant la très mal nommée loi pouvoir d'achat, une loi censée protéger le pouvoir d'achat, où on explique aux gens que leurs loyers vont augmenter de 3,5%. Ils l'ont fait une fois l'année dernière, et ils ont recommencé là cet été, juste avant qu'on parte en vacances, une nouvelle augmentation de 3,5%. Donc, pour ceux qui sont forts en maths, 2 augmentations de 3,5%, ça fait pas 7, ça fait 7,1% d'augmentation. Donc, si je le dis d'une autre façon, depuis que Emmanuel Macron a été réélu président de la République, on a l'équivalent d'un 13e mois de loyer en augmentation que les locataires ont à payer. C'est une augmentation majeure, une augmentation extrêmement importante. Alors, ils ont le culot en face, que ce soit l'année dernière ou cette année, de nous dire « Non mais attendez, on vous fait voter 2 fois une augmentation de 3,5%, mais c'est une mesure de protection des locataires. » Parce que figurez-vous que l'inflation est tellement importante que si on suivait le mode de calcul de l'IRL, etc., on serait à au-dessus de 3,5%. Donc en gros, quand ils nous ont présenté ça à l'Assemblée nationale, ils nous ont demandé de leur dire merci. Voilà. Et ils se sont même indignés que la France insoumise, et la NUPES d'ailleurs en général, se soient opposés à cette mesure. Bon, ça c'est important. Et sur cette question de l'IRL, alors malheureusement, on n'a pas réussi à leur faire marche arrière là-dessus, mais on a au moins réussi une chose, c'est qu'on les a démasqués. On a réussi à faire qu'ils assument qu'ils étaient à l'origine d'une décision politique d'augmentation générale des loyers dans le pays, avec toutes les conséquences sociales que ça. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux gens, dans la vraie vie, de faire le lien entre ce qu'eux vivent et les décisions politiques. Parce que imaginez quand même, on se met du point de vue d'un locataire HLM, par exemple au Franc-Moisin en Seine-Saint-Denis, on voit son loyer exploser, ses charges exploser, et puis on entend sur BFM TV un ministre du Logement qui dit « Nous avons pris les mesures qui permettent de protéger les locataires de l'augmentation des loyers ». On n'y comprend plus rien. On ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est l'objectif des macronistes, de faire que les gens ne comprennent plus rien à la situation. Bon, sur cette question-là, on a réussi, c'est déjà ça, à au moins, je pense, clarifier le débat politique et à mettre chacun en face de ses responsabilités. Pardon ?
Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et alors, j'aurai l'occasion plusieurs fois de parler du RN, mais tu as raison, ça commence là. Quand à la fin, il y a le vote sur cette double augmentation de l'IRL de 3,5%, c'est très simple, c'est la NUPES contre le reste de la Terre. Voilà. Et donc, y compris le RN. Toujours d'ailleurs, ça me fait dire, c'est important, sur cette question de l'IRL. Il y a une autre façon de présenter les choses, là je les ai présentées par la vie très concrète des gens, est-ce que ça représente une augmentation de loyer? On peut le présenter d'une autre façon, un peu plus macroéconomique. Une augmentation de 2 fois 3,5% des loyers, ça représente chaque année un transfert financier de 5 milliards entre les propriétaires bailleurs et leurs locataires. Voilà. 2 fois plus 3,5%, si on applique ça au montant total des loyers qui sont payés chaque année, ça fait 5 milliards. Et si on en revient à ce que vous avez dit plusieurs fois, c'est-à-dire qui sont les propriétaires bailleurs, mais aussi qui sont les locataires sont sociologiquement les classes les plus populaires, sont aussi ceux qui sont les plus jeunes. Et à l'inverse, les propriétaires, vous l'avez très bien dit, en fait la propriété lucrative dans notre pays est extrêmement concentrée, 3,5% des ménages qui détiennent la moitié des logements qui sont mis en location. Donc en fait, quand on augmente l'IRL de ce niveau-là, on prend une mesure, on déplace 5 milliards de la poche des plus modestes jusqu'à la poche d'une minorité a priori plutôt aisée. Mais donc déplacer 5 milliards, ça veut dire qu'en fait, cette double augmentation de l'IRL, ça a eu plus de conséquences que la suppression de l'ISF. Voilà, suppression de l'ISF, c'était 3,5 milliards. Alors c'est déjà beaucoup et c'est déjà gravissime. Mais juste pour qu'on mesure ce que ça représente dans la société. Quand on touche à un sujet comme ça, comme le montant des loyers, c'est d'un point de vue social extrêmement puissant. Et quand on fait une augmentation, c'est malheureusement extrêmement inégalitaire. C'est ce qui s'est passé. Et j'en reviens au Rassemblement national. Ça veut dire que dans ce sujet du coup de positionnement politique très social, est-ce qu'on se met du côté des plus modestes ou des autres? Eh bien, j'allais dire évidemment sans surprise pour nous, mais peut-être avec un peu plus de surprise dans la population, donc il faut le dire et le répéter, le RN s'est mis du côté des plus riches et des plus aisés. Sur le sujet des prix de l'énergie, là aussi, Django, tu l'as bien expliqué, pourquoi est-ce que les charges locatives explosent? Principalement parce que les prix de l'énergie explosent et parce que, si on rentre même un peu plus dans le détail, vous savez, dans les prix de l'énergie, il y a deux choses. Il y a le tarif réglementé et le tarif de marché. Déjà, le tarif réglementé augmente beaucoup, c'était plus 15% en janvier. Ils nous ont rajouté cet été plus 10%, ni vu ni connu, sans jamais l'avoir annoncé. Donc déjà, le tarif réglementé, ça augmente beaucoup. Sauf que, dites-vous, quand on est dans le logement collectif, c'est-à-dire soit une copropriété, soit un bailleur social, les règles du marché de l'énergie font qu'on n'a pas accès au tarif réglementé. Et que du coup, un bailleur social, par exemple, pour se fournir sur le marché de l'énergie, c'est les prix du marché, rien d'autre. Et les prix du marché, vous le savez, ces derniers mois et ces dernières années, ils ont absolument explosé. Ça veut dire qu'on a eu, entre autres, des bailleurs sociaux qui ont acheté leur électricité ou leur gaz, qui donnent ensuite à leurs locataires, parfois avec des augmentations de 2, 3, 4, enfin x2, x3, x4 ou x5, et qui du coup l'ont répercuté dans les charges des locataires. Voilà. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on s'est battu, parce que du coup, la réponse à ça, elle est de dire quoi? Elle est finalement assez simple. Eh ben, il faut des tarifs réglementés bloqués pour les copropriétés et pour les bailleurs sociaux comme pour les autres. Donc ça, c'est une bataille qu'on a menée à l'Assemblée nationale. Comme il ne faut pas que je fasse trop long, je la fais rapidement, mais on a eu une fenêtre, on va dire. C'est une proposition de loi de nos camarades socialistes qui initialement était sur le thème de la renationalisation d'EDF. Eh bien, quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale, on y a fait voter des amendements, et notamment des amendements insoumis dont on est très fiers, pour que cette proposition de loi, en plus, elle élargisse le tarif réglementé, et notamment aux bailleurs sociaux. On a réussi à le faire adopter à l'Assemblée nationale, mais comme vous le savez, un parcours législatif, c'est Assemblée nationale et après Sénat. Et donc, où est-ce qu'on en est de la bataille? C'est un peu ça, je fais un point là-dessus. Il faut que cette proposition de loi, elle soit mise à l'ordre du jour du Sénat. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc on a besoin soit d'avoir suffisamment de rapports de force pour que la majorité, les Républicains du Sénat, acceptent de la discuter, soit que des partis de gauche au Sénat acceptent de mettre ça dans leur niche parlementaire. Voilà, donc ça, message envoyé à nos camarades socialistes et écolos qui ont des niches parlementaires au Sénat. Ils n'ont pas voulu apparemment qu'on ait des sénateurs, vu comment se sont passées les négociations sur les listes. Mais bon, ils n'ont pas besoin de nous apparemment, mais donc peut-être qu'ils peuvent prendre l'initiative de mettre cette proposition de loi dans leur niche parlementaire, parce que si on arrive à bloquer les prix de l'énergie pour notamment les locataires HLM, mais aussi les personnes en copropriété, on changerait la vie des gens, et la NUPES pourrait être un peu fière de ça. Voilà, donc ça, autre bataille qu'on a menée, et vous avez vu qu'on est encore en train de mener. Autre sujet, la loi Kasbarian-Berger.
vous avez peut-être dû en entendre parler. Donc Kasbarian et Berger, qui sont deux députés de la majorité macroniste. Donc c'est une proposition de loi, elle est à l'initiative de ces députés. Une proposition de loi qui, si on le résume, vise à faciliter, à accélérer les expulsions locatives. Voilà. Alors là déjà, quand on parle de ça, j'ai dit juste avant à quel point la Macronie était responsable de l'augmentation des loyers, à quel point ils ont laissé faire l'augmentation des charges, et là maintenant ils facilitent les expulsions. Est-ce que vous voyez un peu politiquement le piège? Je ne sais pas comment il faut l'appeler autrement, le piège qu'ils sont en train de tendre aux gens. Voilà, ça va être de plus en plus cher, vous serez de plus en plus nombreux à ne pas réussir à payer votre loyer, et quand vous serez dans cette situation, on va faciliter le fait que vous puissiez vous faire expulser. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la loi Kasbarian-Berger, parce que notamment mon excellent collègue François Piquemal a une conférence, je crois que c'est demain, sur la question des expulsions locatives, donc il rentrera plus dans le détail là-dessus, mais finalement, moi je vais la présenter d'une façon. Dire que jusqu'à maintenant, le droit du logement, c'était une tentative d'équilibre entre deux principes constitutionnels, le droit de propriété et le droit fondamental qui est celui d'avoir un logement. Et donc la procédure d'expulsion, elle s'inscrit dans cet équilibre-là. Cet équilibre, enfin l'équilibre qui existait jusqu'à présent, on peut le critiquer, moi le premier, parce qu'il y avait une interprétation du droit de la propriété très fort, y compris un amalgame entre la propriété d'usage, je vis dans mon logement, et la propriété lucrative, c'est-à-dire je loue mon logement à quelqu'un pour faire de l'argent, ce qui socialement ne sont pas les deux choses identiques, mais qui en tout cas du point de vue du droit pour l'instant sont assez amalgamées. Donc je ne dis pas que jusqu'à présent le droit était parfait pour protéger les locataires, mais il y avait un équilibre qui était posé, notamment issu de nombreuses luttes sur la question du droit au logement. Là, la loi Kasbarian-Berger, elle arrive et, excusez-moi de le dire comme ça, elle défonce cet équilibre. Voilà. C'est un changement radical en faveur des propriétaires bailleurs pour pouvoir expulser plus facilement parce qu'on donne plus de place à la décision administrative du préfet plutôt qu'à la décision du juge. On donne moins de marge de manœuvre au juge pour donner des délais, pour évaluer la situation sociale, pour décider quand et comment on expulse. Et même une proposition de loi, qui maintenant est adoptée malheureusement, qui va jusqu'à criminaliser le mal logement, puisque c'est une aggravation des peines pour les personnes qui squattent des logements. Avec cette loi Kasbarian-Berger, 3 ans de prison et 45 millions d'euros d'amende pour le squat d'un logement. Et donc ça vaut toujours le coup, dans ce genre de situation, de rappeler une chose. Les gens ne squattent pas des logements parce qu'ils ont envie de ne pas respecter la loi. Ils ne squattent pas des logements par plaisir. Quand vous occupez un vieil appartement vide et insalubre, quand vous occupez un garage vide, parce que c'est ça la réalité du squat, vous le faites parce que la seule alternative que vous avez, c'est la rue. Voilà. Le squat, c'est ça. Le squat, c'est une stratégie de survie. C'est un moyen pour les gens de se dire « j'ai pas envie que mon enfant crève de froid et donc je vais rentrer dans cet endroit-là parce que j'ai vu que c'est vide et qu'il n'y avait personne ». Et ben, c'est à ces gens-là qu'on va expliquer que c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et alors, je ne détaille pas plus sur la loi Kasbarian-Berger, mais je rebondis sur un sujet d'actualité qui est en lien avec ça. Vous l'avez peut-être vu passer l'information. Hier, dans le Val d'Oise, il y a un préfet qui a expulsé d'un logement social des gens. Pourquoi? Parce que celui qui habitait dans ce logement social a été condamné à 12 mois de prison dans le cadre des révoltes urbaines. Alors je vous laisse digérer l'information, le truc. On refait tout. Bon, déjà, révolte urbaine et la condamnation judiciaire, la condamnation pénale suite à ces révoltes urbaines, évidemment, on a là une répression politique qui est déjà forte. La personne en question, elle avait alors piller un opticien, donc ça veut dire voler des lunettes de soleil, si on parle en langage normal, et elle a eu déjà 12 mois de prison pour ça. Et là, ce qui se passe en plus, c'est que le préfet se permet, en fait, en pratique, ce qui s'est passé, c'est qu'il a accéléré une procédure d'expulsion déjà en cours, donc il se permet de rajouter à la sanction pénale une sanction extrajudiciaire, un châtiment social. Vous vous révoltez, c'est de 1 la prison, et de 2 des droits sociaux qu'on vous enlève. Là, ça me paraissait important de parler de ça parce que, bon, j'élargis un petit peu le débat, mais vous savez, le climat liberticide et répressif dans lequel on est, là, on a l'exemple sur le logement, mais ce modèle-là, on peut le déployer sur plein de choses. Hein. On peut le déployer sur le RSA, sur les allocations chômage, etc.
des gens à qui l'État a quelque chose à reprocher, et il va se servir de ce qui est censé s'appeler sa main gauche, c'est-à-dire l'aide sociale, pour en fait être arbitraire et sanctionner les gens. Donc ayons cette vigilance en tête, et c'est probablement un combat qu'on aura à mener, et effectivement c'est quelque chose de gravissime qui s'est passé. Je continue sur les sujets qu'on a abordés à l'Assemblée nationale. La rénovation thermique des logements. Donc ça, c'est ton sujet, Fatouma. Moi, je voudrais dire une chose sur la rénovation thermique des logements. Les passoires thermiques, ou alors les bouilloires énergétiques l'été, parce qu'effectivement, un logement mal isolé, il fait trop froid l'hiver et il fait trop chaud l'été. Et là, en épisode caniculaire, on le vit en ce moment. Une bouilloire ou une passoire, ça tue. Voilà, les gens en meurent. On a les chiffres. Tout ça, on a eu, là, notamment Santé publique France, qui récemment a pu faire une étude très complète sur la surmortalité pendant les périodes caniculaires. Ils avaient déjà fait des études sur la surmortalité en hiver. Et on sait que le fait de vivre dans une bouilloire énergétique ou une passoire thermique, ça augmente la mortalité et que chaque année, il y a des milliers de personnes qui meurent de ça. Donc ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'inaction politique face à la crise climatique, l'inaction politique face à cet enjeu de rénover ces fameuses 5 millions de passoires bouilloires selon l'époque de l'année, cette inaction politique-là, elle tue des gens. Et qui évidemment sont toujours les mêmes, qui sont les gens qui meurent de ça, c'est les personnes les plus vulnérables et notamment les catégories populaires. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Si on reparle de la canicule, subir la canicule, ça ne se subit pas de la même façon selon le métier qu'on a, selon le logement qu'on a. C'est pas la même chose, excusez-moi, je vais être un peu caricatural, mais c'est pas la même chose si on peut télétravailler dans sa résidence secondaire en Normandie que si on est dans un HLM surchauffé à Seine-Saint-Denis, où on doit prendre un RER aussi bondé et surchauffé pour se retrouver à bosser à Paris sur un chantier sous le cagnard. Voilà, tout ça, ça ne se vit pas de la même façon. Bref, sur cette question de la rénovation thermique, on a réussi à faire quelque chose, vous avez sans doute entendu parler de ça. Pendant le débat sur le projet de loi de finances, on a réussi à imposer aux macronistes, à imposer au gouvernement de voter des amendements, enfin deux l'un après l'autre, qui a imposé 12 milliards d'euros d'investissement pour financer la rénovation thermique des logements. C'était une victoire conséquente et enfin une prise au sérieux de ce phénomène-là. Et vous savez peut-être la suite de l'histoire, c'est que même si l'Assemblée nationale vote des amendements dans un budget, et bien après arrive le 49.3. Voilà. Et je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, le 49.3, c'est pas seulement on impose un texte, mais c'est même on impose un texte en choisissant dans les amendements qui ont été votés par les parlementaires avant, lesquels on prend et lesquels on ne prend pas. Et donc là, qu'est-ce qu'a fait la Macronie? Ils n'ont pas pris, évidemment, ces amendements qui auraient permis d'investir massivement dans la question de la rénovation thermique des logements. Voilà. Mais ça, c'est une bataille qu'on a menée et qu'on va continuer à mener. On a besoin pour ça de s'appuyer sur les acteurs de terrain. Et merci à l'Alliance citoyenne, entre autres, de mener ce combat. Voilà. Allez, un dernier sujet, je n'ai pas le temps de tous les faire, mais un dernier sujet de bataille qu'on a mené, c'est celui que tu as abordé, Delphine, celui de l'allocation touristique et à quel point elle peut être prédatrice et dans un certain nombre de territoires rentrer en concurrence avec le logement des résidents permanents, enfin bref, des gens qui ont besoin non pas de vacances, mais déjà juste de pouvoir vivre dignement sur leur territoire. Ça aussi, c'est un sujet majeur et moi, je voudrais vous donner un chiffre là-dessus pour mesurer l'ampleur du problème. Dites-vous que à Paris, dans les 10 ans qui ont suivi l'arrivée de Airbnb, vous avez davantage de logements qui sont passés de résidence principale à location touristique par Airbnb que de logements sociaux qui ont été construits sur la même période. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Je la refais, donc passage de résidence principale à Airbnb, ça veut dire que vous avez un propriétaire bailleur, sans doute multipropriétaire, qui se dit plutôt que de louer à l'année, je vais louer en Airbnb, ça me rapportera plus d'argent. Donc en gros, il y a un appartement qui logeait une personne qui se transforme en appartement qui loge un touriste, donc c'est évidemment pas le même public. Eh bien, ce nombre de basculements-là, il a été plus important que la construction de logements sociaux. Donc pour vous dire la puissance de ce phénomène, et donc à Paris ça date un peu, et là le phénomène maintenant se développe de plus en plus dans les zones touristiques, notamment littorales, et c'est pour ça que la Bretagne, le Pays Basque, etc. sont concernés. Donc là on a un phénomène très puissant où à ce moment-là, il faut qu'à un moment la puissance publique, elle dise il y a des priorités. Il y a des priorités sur l'allocation des moyens et notamment des bâtiments.
C'est pas la même chose d'avoir un bâtiment qui doit servir au tourisme qu'un bâtiment qui doit servir à loger des personnes. Et là je reprendrai un slogan de nos amis de l'association ALDA, effectivement, qui est une association d'habitants du Pays Basque. Alors, je ne ferai pas le slogan en basque, je ne veux pas avoir de problème, mais traduit en français, c'est de dire le droit d'avoir un toit est supérieur à celui d'en avoir plusieurs. Voilà. C'est une chose assez simple, assez basique. Et je pense que la loi, elle doit permettre de garantir ça. Et ça se traduit concrètement. Delphine, tu as dit les revendications qui doivent pouvoir devenir des lois, de comment on instaure des quotas, de comment on contrôle mieux, on régule, etc. La façon dont le marché de l'immobilier doit être régulé. Juste là-dessus, sur Airbnb, quand même pour finir, on aura peut-être à la rentrée une proposition de loi des macronistes sur ce sujet-là. Je dis peut-être parce qu'on nous l'avait déjà promis cet été. Et ils l'ont repoussé. Cette fois, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, ça arrivera à l'automne. Bon, on verra à l'automne ce que ça donnera. Mais si jamais on a cette fenêtre-là, évidemment, on s'en servira pour essayer de faire qu'il y ait une loi de régulation qui soit sérieuse. Et pour finir sur la question d'Airbnb, je vous dis une chose. Vous savez, il y a eu, il y a quelques mois, un CNR logement. Vous savez, Conseil national de la refondation, là, c'était les bidules de Macron, thématique par thématique, pour expliquer qu'il consultait, blabla. Et donc, à chaque fois, tout ça, évidemment, a accouché soit d'une souris, soit carrément de régression sociale. Donc, le CNR logement, le résultat, ça a été très simple. C'était on continue la cure d'austérité dans le logement. Il l'avait déjà fait au précédent quinquennat dans le logement social. Et là, il le continue dans tous les dispositifs. Donc, ils ont coupé le robinet de la dépense publique partout dans le secteur du logement, sauf, il y a une niche fiscale, on ne sait pas pourquoi. Elle continue à vivre, elle continue à perdurer. C'est la niche fiscale Airbnb, voilà, qui fait que aujourd'hui vous êtes un propriétaire bailleur, vous payez drastiquement moins d'impôts si vous louez en Airbnb que si vous louez une location à l'année. Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc. Normalement, on aurait plutôt besoin d'inciter à louer à l'année plutôt qu'à faire du tourisme. Aujourd'hui, il y a une niche fiscale qui a l'effet contraire, qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et celle-là, pour une raison inexpliquée, en fait si, pour le lobbying des multipropriétaires qui font de la location touristique, pour l'instant le gouvernement n'y a toujours pas touché. Donc là aussi il a dit qu'il allait ouvrir le débat au moment du projet de loi de finances cet automne. On va voir si cette ouverture de débat, ça se traduira par quelque chose de très concret. Voilà, bon, je vous ai cité plusieurs batailles, je pense que ça fait déjà longtemps que je parle, donc je ne vais pas tous les faire. Je voudrais finir sur une chose qui est, à mon avis, la perspective politique là, dans les mois et les années qui viennent dans le domaine du logement. Il faut, je pense, bien comprendre le moment dans lequel on est. La crise du logement, elle ne date pas d'aujourd'hui. La crise du logement dans le sens où notre société n'arrive pas à répondre à ce besoin fondamental d'être logé correctement pour toutes les personnes. Voilà. Ça fait très longtemps, malheureusement, que cette crise du logement existe, parce que le logement est trop cher, est mauvais, qu'il y a des gens à la rue, etc. etc. Ça, ce n'est pas nouveau. On est depuis quelques mois, et je pense que ça va s'aggraver dans le temps à venir, on est rentré maintenant dans autre chose, dans une crise de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par crise de l'immobilier, j'entends qu'on a une augmentation des prix de la construction, on a des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers qui ont beaucoup augmenté, tout ça ayant provoqué un effondrement de la construction de logements, et tout ça faisant que maintenant, c'est plus seulement le peuple qui a du mal à loger et qui souffre de ça, qui fait que maintenant, les acteurs économiques qui jusqu'à présent tiraient beaucoup d'argent du logement, donc les multipropriétaires, les promoteurs, le BTP, etc., même eux, ils commencent à avoir peur parce qu'ils se disent que la crise est en train de s'élargir et qu'ils n'arrivent plus à vendre leur logement, que ça coûte trop cher de les construire, que les promoteurs font des programmes immobiliers mais ils ne trouvent plus personne pour les vendre, et du coup il y a des promoteurs qui risquent de passer en faillite, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire, franchement, nous, ça fait des années qu'on souffre, que les acteurs économiques du logement se mettent à souffrir aussi. Franchement, enfin, ils se rendent compte qu'il y a un problème dans le logement. Mais c'est juste qu'à partir du moment où les acteurs économiques puissants commencent à rentrer en difficulté, ça veut dire que, les amis, on est en zone de turbulence politique très forte. Et qu'à partir du moment où on est en zone de turbulence politique très forte, ça veut dire que dans les années à venir, il y a des choix politiques radicaux qui vont être faits dans le domaine du logement. Et vous avez compris quel était le choix politique proposé par Emmanuel Macron et son équipe, c'est de dire si le logement ça ne marche pas, si c'est la crise à ce point-là, c'est parce qu'il y a trop d'intervention de l'État. Et donc on va finir ce qu'on a commencé depuis 2017, c'est-à-dire se retirer de tout.
se retirer des bailleurs sociaux, parce que vous savez, aujourd'hui, maintenant, les bailleurs sociaux, il n'y a plus de financement public des bailleurs sociaux. C'est les locataires HLM qui payent ce que font les logements sociaux. Il n'y a quasiment plus d'argent qui vient. Ils se sont retirés des bailleurs sociaux. L'État s'est aussi partiellement retiré des APL, parce que vous avez vu toutes les coupes qu'il y a eu qui ont baissé le montant des APL. Là, ils se sont dernièrement, avec le CNR Logement, retirés des dispositifs fiscaux comme le Pinel, etc., qui étaient des subventions à la production de logements. Donc là, il y a une option radicale qui est en train d'être prise par le pouvoir dans ce moment très compliqué, qui est de dire on désengage totalement l'État du marché du logement et on veut en faire un pur marché et on pense que c'est ça qui réglera le problème. Évidemment, nous, ce n'est pas notre option. Face à ça, dans, je disais, ce moment de turbulence politique, ce moment compliqué, c'est le moment où, si on voit les choses positivement, nous, on a un espace pour proposer une alternative à ça, pour avoir une autre vision de qu'est-ce que doit être une politique de logement. Ou nous, la vision qu'on doit avoir, qui est radicalement inverse à ça, qui est de dire au contraire, il faut démarchandiser par tous les moyens possibles, par tous les leviers de la politique publique. On doit pouvoir démarchandiser le logement parce que c'est le chemin le plus court vers la réponse aux besoins sociaux, c'est-à-dire encore une fois d'avoir un toit au-dessus de la tête, qui soit bien chauffé l'hiver, qui ne soit pas trop cher l'été, à proximité de notre travail, etc. etc. Donc on est dans ce moment-là et il va falloir qu'on porte cette vision du logement, de la politique du logement très, très fortement. Donc démarchandiser, ça veut dire, et là je vais reprendre finalement beaucoup de revendications qui ont été dites ici, démarchandiser, ça veut dire qu'on encadre à la baisse les prix des loyers, mais ça veut dire qu'on va plus loin, que maintenant on va jusqu'à encadrer les prix du foncier. Parce que si le logement est cher, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation sur le foncier. Et même, je vais plus loin, démarchandiser le logement, c'est que c'est pas juste on encadre les prix du foncier, c'est qu'on socialise le foncier. Voilà, pour l'instant, ça se fait de façon, j'allais dire, anecdotique, expérimentale, c'est ce qu'on appelle les offices de foncier solidaire. Mais ça représente quelques milliers de logements par an. Il faudrait une politique qui soit beaucoup plus ambitieuse que ça, de socialisation du foncier et qui permet de contrôler ensuite les prix. Bref, alors là je ne vais pas rentrer dans le programme de la France Insoumise, je n'ai pas le temps et ce n'est pas forcément l'objectif de cet atelier de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous le dire, on est dans ce moment-là où en matière de logement, ça va beaucoup remuer, on va avoir une radicalisation de la politique macroniste en face de nous, et nous en face, il faudra qu'on soit clair sur le chemin qu'on propose, et que du coup ce chemin, ce programme, ces propositions, absolument on arrive à coordonner ça avec les acteurs de terrain qui se mobilisent, et là on en revient au thème de cette table ronde et aux intervenantes qu'on a. Il va falloir qu'on se batte ensemble. Et pour vraiment conclure cette fois, juste vous dire des choses très concrètes. Il y a effectivement cette manifestation, alors le 23 septembre, on en a parlé dans d'autres cadres, manifestation, violence policière, justice sociale. Moi je trouve que c'est une très bonne chose de faire converger les luttes logement à cette occasion-là. Donc le fait que l'appel des locataires propose des actions devant les bailleurs sociaux le même jour que cette manifestation, c'est positif. L'appel du DAL, qui si j'ai bien compris commence à être signé assez largement par d'autres organisations pour manifester le 30 septembre, très important aussi. Évidemment, ne doutez pas que la France Insoumise, les parlementaires et beaucoup de militants ici seront à tous ces rendez-vous pour être avec vous et pour vous soutenir. Dire aussi, ça c'est important, si je ne vous ai pas encore endormi, s'il vous plaît, soyez attentifs. Nous vous proposons une initiative, c'est la création d'un réseau des locataires insoumis. Voilà. Pourquoi ? Déjà, au vu de tout ce que j'ai dit, de l'importance politique du sujet, et parce qu'on sait qu'en fait, parmi les insoumis, on a plein de militants qui sont engagés dans les collectifs, dans les associations, dans les syndicats, qui mènent des luttes logement. On est généralement très heureux de se retrouver une fois par an pour débattre, là, ce qu'on va faire juste après, de tous ces sujets. Mais moi, je vous propose qu'on puisse avoir un réseau qui permette en continu toute l'année d'échanger sur ce sujet et sur les mobilisations logement. Donc, création d'un réseau des locataires insoumis. Il y a une ou plusieurs feuilles qui vont circuler. Je ne sais pas qui, voilà, il y a Sébastien là qui est en train de les faire tourner. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir ce petit document. Voilà, une fois que j'ai dit ça et j'ai dû dépasser mon temps de parole, je vais m'arrêter là et je vous propose que pendant que vous remplissez la feuille, si vous êtes intéressé par le réseau des locataires insoumis, on fasse les prises de parole, les questions. Et alors je ne sais plus, c'est Cassandre qui va vous tendre le micro. Donc on fait comme d'habitude plusieurs questions. Et on répondra ensuite ensemble. Merci. Oui, c'est bon, il marche. Oui, moi je voudrais reprendre le dernier sujet sur le Airbnb.
vous avez oublié le code de la copropriété, la loi du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété. Et dans une copropriété privée, cette formule est interdite. Je me bats contre ça. Je suis copropriétaire occupante. Je suis d'accord que les locataires se battent parce que les propriétaires ne font pas les travaux, ils ont des obligations envers leurs locataires, notamment changement de fenêtre, changement de volet. Ils ne le font pas, donc c'est de l'argent facilement gagné. En plus, je suis dans un quartier désormais défavorisé, classé ZFU, zone de franche urbaine, zone de sécurité prioritaire, et en dernier lieu, quartier politique de la ville, c'est-à-dire quartier pauvre. Et dans ce quartier, tous les professionnels s'installent parce qu'ils bénéficient d'exonérations fiscales considérables et exonérations au titre de l'URSSAF. Donc, ce sont tous ces gens qui creusent le trou de notre sécurité sociale. Leur objectif, c'est louer, acheter pour louer, c'est de l'argent facile à gagner. Et puis, j'ajouterai aussi qu'au niveau de la rénovation extérieure, il faut aussi en parler. Nous avons fait faire un audit en 2012 conformément à la loi. L'ingénieur thermicien qui a rendu le rapport nous a dit que nous ne pourrons jamais faire une rénovation à cause de... l'architecture de la façade ne le permet pas. La seule rénovation ne peut se faire qu'en interne. Mais qui c'est qui peut payer ça? Personne. D'autre part, les syndics, eux, ils ont juste envie de gagner, de toucher des honoraires, et puis ils nous racontent des mensonges en disant que nous avons droit à vos aides. Il faut s'orienter vers Gaïa Énergie, je ne sais pas si ça existe partout, parce que les aides sont calculées sur nos ressources, donc ils ont menti. Et aujourd'hui, c'est une population vieillissante dans les immeubles qui pourra se payer une rénovation, sachant que rien que pour un F3, il faut compter au moins 25 000 €, pour un F4, 35 000, si ce n'est pas davantage. Donc nous ne pourrons jamais engager des travaux, et d'autant plus que les banques ne prêteront plus d'argent parce qu'on est trop vieux. Voilà. Et puis, juste les histoires comme le Nutri-Score, si on n'a pas fait la rénovation, nous ne pourrons plus vendre. Alors ça, il faut évoquer aussi. Je pense que c'est très important. Nous n'y sommes pour rien. On ne va pas démolir notre bâtiment pour le reconstruire. On n'aura pas les moyens. Merci. Merci beaucoup. Oui, pardon, bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir sur les effets de la loi Dallot? Est-ce que la loi Dallot est vraiment appliquée et en fait, à quoi ça consiste? Parce que je pense qu'il y a eu un peu une entourloupe là-dessus. En fait, la loi Dallot, c'est la loi opposable au logement qui, en fait, en est pas vraiment une. Moi, je suis de Sens, dans l'Yonne, et je voudrais savoir, je suis à la CNL, et je voudrais savoir pourquoi vous ne parlez jamais de la CNL. On trouve que vous ne parlez pas suffisamment de nous, vous ne nous voyez pas assez suffisamment, la CNL à Sens. Parce que la CNL, ils ont démoli des logements à cause des comment dirais-je, c'était nécessaire de les démolir parce qu'ils étaient pleins d'humidité, ils étaient pourris, mauvaise isolation phonique et thermique, et on n'en parle pas. Vous n'avez pas. Et mauvaise isolation thermique et phonique, et ils ont démoli plein de logements à Sens, et on voudrait savoir que vous en parliez ici, quoi. Merci. Merci beaucoup. Par devant. Je vais de l'autre côté, j'arrive. Je ne peux pas faire plus vite que la musique. Et j'ai chaud ici. Merci beaucoup. Eh bien, moi, ça fait 20 ans que je me bagarre sur la question du logement. 20 ans. Donc, la question qui vient d'être abordée à la table, les questions, les propositions, moi, je les ai vécues aussi. Et certains, j'ai mené, et encore là, le 9 septembre, j'habite à Paris. Et dans le 20e arrondissement, c'est un quartier très populaire, vous le savez. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons été 3 fois manifestés à la mairie de Paris. Nous avons manifesté pour la question des travaux de qualité pour les logements sociaux. Je suis dans un logement social. La question de travaux, on nous parle de transition énergétique, on nous parle de consommation par rapport au coût, par rapport à l'énergie fossile qu'il faut détruire. On entend tout ça. Mais nous, là, cette année, nous avons, comme nous tous, là, ça a été dit par Django, nous avons tous été augmentés, pas de 20%, pas de 30%. Nous avons été augmentés de 500,
400, 300, 250, tous les mois, ça change de pourcent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans effectivement les logements sociaux, les propriétaires des logements sociaux ne sont plus soumis à l'encadrement du tarif réglementé. Alors maintenant, à quoi on est confronté? Un deuxième point, c'est que sur la question aussi bien des... Alors, j'ai demandé, parce que j'ai la chance d'être au conseil du patrimoine d'un bailleur social parisien très important. Et je me suis battue pour avoir toutes les factures de gaz et d'électricité. Eh bien, effectivement, l'étude que j'ai faite sur mon groupe confirme totalement ces augmentations qui ont été données là à l'instant. Et il y a aussi, ce qui a été oublié de dire, c'est sur l'électricité. L'électricité a augmenté de 900%. 900%. Je vais vous dire, aujourd'hui, ça veut dire des charges de combien? On a parlé de 1000, 3000 et demain. Parce que l'augmentation que nous avons eue en l'année, c'est la régularisation de charges de 2022, mais celle de 2023, elle va doubler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a intérêt à se regrouper, que ce soit sur la question des travaux, que ce soit sur la question de l'énergie, que ce soit sur tous les problèmes, qu'on ce soit du privé ou du public. Parce que sur la question du privé, l'encadrement des loyers, comment il se pratique dans la réalité? Moi, à Paris, nous l'avons, cet encadrement des loyers. Eh bien, quand vous avez un encadrement qu'on dit de référence entre 17 et 21 euros le mètre carré, combien de locataires dits avec des loyers, des revenus de 1500, 1200, 1800 peuvent payer? Aucun ne trouve de loyer à Paris parce que l'encadrement des loyers ne peut pas permettre qu'ils soient logés quand ils sont expulsés de logement social. Parce que le logement social aussi, pourquoi on a ces difficultés? Parce qu'on ne construit plus. En ne construisant pas de logement social, ben qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, on se retrouve expulsé. Et on fait des lois. Pourquoi ce gouvernement il est tellement pourri? Je vous dis aujourd'hui, la question, elle n'est pas de rester par des petites actions individuelles, mais en tant que politique, nous devons amener des actions de comité, comment on appelle ça, des collectifs, région par région, mais ce réseau dont tu parles, William, il faut l'agrandir, mais sur la question d'une partie nationale et poser le problème de la question du logement qui ne peut pas être résolu par la Ve République et qui ne peut pas être résolu par ce gouvernement. Donc ça ne peut être résolu que par un gouvernement social, le nôtre. Est-ce que je prends encore des questions ou est-ce qu'on répond? Il est moins 10. Est-ce que je propose qu'on fasse un tour de réponse? Ça te va? Merci Cassandre. Et merci pour vos interventions. On fait un premier tour de réponse et on reprend, on redistribue la parole après. Écoutez, moi, je vais être assez rapide. Alors d'abord pour dire qu'il n'y a pas de souci avec la CNL, ni avec la FOC, ni avec toutes les associations de locataires. Par exemple, l'année dernière, on avait un atelier logement où Eddy Jacquemart, je crois secrétaire général de la CNL, était invité. Donc non, il n'y a aucun problème. Il faut qu'on travaille tous ensemble, quelles que soient les associations ou les collectifs de locataires. Et par exemple, j'en profite, je fais un placement produit. Je suis avec mes camarades parlementaires, auteurs d'une proposition de loi sur le sujet du logement, et plus précisément une proposition de loi qui vise à mettre en place des mesures d'urgence pour protéger les locataires de la hausse des loyers et des charges. Bref, ce dont on a discuté depuis tout à l'heure. Vous savez, c'est notre boulot de parlementaire de dire c'est clé en main. Si demain on arrive au pouvoir, on peut faire voter des lois, elles sont déjà prêtes. Et pour rédiger cette proposition de loi, on a auditionné et discuté avec la totalité des associations de locataires qui sont d'ailleurs toutes citées dans la proposition de loi. Donc on travaille tous ensemble, il n'y a aucun souci. Deuxième sujet sur lequel je veux revenir, qui a été abordé, la question de la transition, de la bifurcation écologique qui s'impose aussi au monde du logement et la façon dont ça va le bouleverser. Il y a le sujet, effectivement, des obligations de performance énergétique pour autoriser la location. Vous savez, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, c'est la loi climat et résilience. Il y a un calendrier, année après année. Il faut que le logement soit A, B, C, D, etc. C'est-à-dire qu'il ait une bonne performance énergétique si vous voulez, en tant que propriétaire bailleur, avoir encore le droit de le louer. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est même un calendrier qui n'est pas assez contraignant. Il faudrait qu'il soit encore plus fort. Et je rajoute une deuxième chose sur
sur l'enjeu écologique, qui est aussi d'ailleurs une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est le fameux ZAN, zéro artificialisation nette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est là aussi un calendrier, donc là, à notre avis, trop souple, trop lointain, mais qui dit que dans l'urbanisme et dans la construction de bâtiments, et notamment de logements, maintenant, il faut arrêter l'étalement urbain, il faut arrêter de consommer des terres naturelles, agricoles et forestières, parce que ça, c'est dangereux pour le cycle de l'eau, pour la biodiversité, etc. Et ça, évidemment, si vous dites on ne peut plus prendre n'importe quel champ pour pouvoir construire des pavillons ou pouvoir construire un immeuble, mais il faut faire différemment, il faut densifier, il faut construire la ville sur la ville, ça, évidemment, ça a un impact majeur sur la question du logement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces sujets, mais juste c'est un peu une ouverture pour dire qu'ils sont importants, que ces sujets participent de la crise du logement, de l'immobilier qu'on a maintenant, parce que le marché n'étant absolument pas prêt, par définition, à assumer une bifurcation écologique, ça provoque chez lui une crise. Mais nous, ce sera un sujet, en tant qu'insoumis, le jour où on sera au pouvoir, de réussir à concilier le respect, évidemment, du droit au logement et de faire ça dans un cadre de bifurcation écologique. C'est un sujet énorme qu'on a face à nous et on a déjà énormément de réflexions, énormément de propositions pour y arriver. Et dernière question, je ne réponds pas sur tout, après je laisse la parole, sur le DALO. Moi, je vous dis en 2 mots ma perception de ça. Donc, c'est vrai, le DALO, c'est le droit au logement opposable. C'est une loi qui date de 2006, si je ne me trompe pas, qui est d'ailleurs le résultat d'une mobilisation associative pour le droit au logement. C'est parce qu'il y a eu, certains d'entre vous peut-être s'en rappellent ou le connaissent, des tentes rouges le long du canal Saint-Martin à Paris, une mobilisation d'associations et de personnel sans-abri qui à l'époque a eu un fort impact politique et a réussi à entraîner un certain nombre de lois positives en matière de droit au logement, de droit à l'hébergement, et notamment la loi DALO. Une fois qu'on a dit ça c'est le côté positif. Si on en arrive aux limites de la loi DALO, bon, tu disais, est-ce qu'il y a une entourloupe là-dedans ? Je ne sais pas si on peut utiliser le mot, oui, sans doute il y a une entourloupe. En gros, on a une difficulté. La loi DALO, elle est censée dire qu'à certaines conditions, l'État, donc le préfet, a l'obligation de vous proposer un logement. Aujourd'hui, dans les zones tendues, ces obligations, ces délais ne sont pas respectés. Voilà, il faut le dire. Et la faille, la faiblesse initiale de la loi DALO, elle dit que quand l'État ne respecte pas ses obligations de relogement, il doit payer une pénalité financière, mais qui est une pénalité financière qui finance des associations pour accompagner les mal logés. Donc en gros, une pénalité financière que paye l'État, mais qui revient à financer une politique de l'État. Donc en gros, on a un peu un truc qui tourne en rond où l'aspect pénalité financière pour l'État n'est pas extrêmement fort. Donc c'est une limite importante du DALO. Et juste si on finit là-dessus, alors sans être trop technique, mais c'est un sujet dans une vie professionnelle intérieure sur lequel je travaillais beaucoup, il y a quand même un avantage du DALO, c'est que c'est un outil de priorisation dans l'accès au logement social. C'est-à-dire que ça ne garantit pas d'avoir un logement, et en l'occurrence un logement social, mais du coup, les ménages, les familles qui arrivent à obtenir le DALO sont prioritaires pour accéder au logement. Donc ça permet quand même concrètement de faire qu'il y ait certaines situations sociales très difficiles qui soient mises en haut de la pile, qui fassent que ces personnes aient un peu plus rapidement un logement. Et bon, une fois qu'on a dit ça, ça n'enlève rien à toutes les limites que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, moi je m'arrête là. Qui veut rebondir ? Delphine, tu veux ? Vas-y. Oui, moi je pense que de toute façon, c'est toujours une excellente idée de se mettre en réseau au maximum et de mettre en réseau les locataires. Et il y a déjà eu effectivement, là on parle de nouveaux collectifs. Il y a des organisations effectivement de locataires qui sont là depuis des décennies. Et vous avez raison, madame, de rappeler qu'il y a le CNL. Il y a le CNL, mais pas que, il y en a d'autres. Et c'est important qu'on travaille tous et toutes ensemble parce qu'en fait, c'est effectivement, les luttes pour le logement, ce sont des luttes anciennes. Et il y a des nouveaux enjeux, il y a des nouvelles difficultés, mais il y en a aussi eu énormément dans les décennies passées. Et ce dont on a besoin, je pense, au niveau national aujourd'hui, c'est justement de réunir ces nouvelles formes de lutte pour le logement et ces associations plus anciennes. Et je reviens du coup sur la date du 30 septembre parce que je pense que justement, je regardais les signataires. Donc effectivement, il y a le CNL dedans.
Mais il y a aussi les alliances citoyennes qui sont dedans, pas toutes, mais en tout cas pour l'instant il y a au moins ALDA, il y a aussi Attaque France, il y a aussi de nombreux syndicats, il y a aussi les syndicats des avocats de France, enfin voilà, là j'ai au moins 20 noms sous les yeux et après il y a 3 petits points. Donc, si c'est pour vous dire, si là il y a les anciennes, les nouvelles associations qui souhaitent se mobiliser pour le 30. Par rapport au financement de la rénovation énergétique des petites copropriétés. On sait depuis très longtemps que c'est un problème, qu'il y a beaucoup de propriétaires, occupants de petites copropriétés qui n'ont pas les moyens de faire ces rénovations. En fait, il n'y a pas de solution miracle. La solution, en fait, c'est de financer la rénovation énergétique. C'est tout, en fait. C'est d'augmenter les aides pour la rénovation énergétique. Et il n'y a que par là que les ménages, enfin que les gens pourront engager des travaux dans les copropriétés. Enfin, vous avez raison, madame, quand vous dites qu'il y a certaines petites copropriétés qui sont pas dans la possibilité de rénover. Et ça fait quand même longtemps qu'on entend ça, mais pour l'instant, les dispositions légales ne sont pas prises pour les soutenir suffisamment. Et je pense que vous l'avez déjà fait, mais je vous le dis au cas où vous ne l'avez pas fait, mais je vous conseillerais de vous rapprocher de votre agence locale du climat et de l'énergie qui ont des programmes de soutien et d'accompagnement des petites copropriétés. C'est gratuit. Ah, les travaux, mais il y a en tout cas dans un certain nombre de communes en France, il y a des soutiens financiers du coup qui sont mis en place par les collectivités territoriales pour pallier. C'est pas suffisant et voilà. J'ouvre pas le débat. De toute façon, je sais que c'est pas suffisant et que c'est un problème. Et juste pour terminer par rapport au Airbnb, en tout cas, nous, le retour qu'on a par rapport aux copropriétés, c'est cette habitante propriétaire de Saint-Malo qui a gagné en procès. Et elle a gagné parce que la propriétaire du Airbnb n'avait pas l'autorisation dans le règlement de copropriété de louer en Airbnb. En fait, s'il n'y a pas d'autorisation, et en fait, ce procès, il fait jurisprudence, si vous voulez. S'il n'y a pas d'autorisation d'activité commerciale dans votre copropriété, ça veut dire que vous pouvez gagner en justice en disant que le Airbnb est illégal dans votre copropriété. Donc ça, c'était pour le Airbnb. J'ai juste rajouté quelque chose par rapport aux copropriétés, justement, qui ont des difficultés pour faire les rénovations. Donc, je vois, madame, que vous êtes découragée, mais moi, je dis qu'il faut lutter, parce que nous, à Aubervilliers, on a la même situation. On a une petite copropriété, Les Joyeux, que l'Alliance citoyenne, justement, aide à s'organiser et à lutter. Donc, ils ont obtenu des subventions pour faire des rénovations. Ils sont toujours en lutte actuellement avec la mairie, qui est UDI, et qui va absolument détruire les propriétaires pauvres, modestes. Donc, finalement, c'est une question politique, en fait. Donc, il ne faut pas vous décourager, il faut lutter. Il faut lutter. Si vous voulez, après, venez me voir après et on en discutera. Mais il y a possibilité de gagner. Il ne faut pas se décourager parce que je vois que vous êtes fataliste, il ne le faut pas. Voilà. Mais il faut lutter. C'est bien, il nous faut des battantes comme vous. Il faut que nous tous, on soit tous battants. Tous battantes et battants. Juste pour répondre à la dame de la CNL, il n'y a aucune division, il n'y a que de l'union. Vous savez, j'ai jamais vu autant de personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui face aux charges locatives. J'ai vu des personnes qui ont appris ce que c'était les charges. J'ai vu des personnes décortiquer les charges quand ils ont vu ces augmentations de charges arriver sur leur quittance de loyer. J'ai vu des personnes qui payaient le loyer sans même regarder la quittance de loyer. Aujourd'hui, quand ils payent le loyer, ils regardent à 1 centime près qu'est-ce qui a augmenté. Et qui regardent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des experts. Ils sont passés de paiement de loyer à des experts en sachant d'où sort l'électricité et en demandant aux bailleurs, on veut le diagnostic aussi au niveau de l'électricité. Il n'y a pas de sous-personne.
Tout le monde est devenu battant face à ces luttes-là. Je pense que c'est ensemble qu'on pourra gagner et il faut qu'on soit unis. Vous avez raison, vous dites que la CNL, on ne l'entend pas, mais la CNL, elle est là. Elle est là, elle est bien présente. Les habitants, ils sont là, tout le monde est là. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne s'unit pas, eh ben on va face à un mur. On va face à un mur. Et il faut le combattre, il faut qu'on gagne parce qu'il y a des générations derrière qui nous regardent et il faudra aussi les former. Voilà. Très très vite, on reprend 2-3 questions parce qu'il est déjà 15 h. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on continue la discussion individuellement, il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Terence Banduti, je suis co-animateur d'un GA dans le Val d'Oise. Je n'ai pas spécialement de questions, c'était plus pour effectuer un témoignage en fait. Donc, comment ? C'est un groupe d'action en fait. C'est un groupe d'action de la France Insoumise. Ça nous permet d'intervenir de manière dans la proximité avec les habitants. Voilà, exactement. Plus près, c'est bon, vous m'entendez ? Vous n'avez pas trop chaud, c'est bon ? Je m'amuse. Donc du coup, voilà, nous savons qu'actuellement, il y a eu une énorme mobilisation autour de la réforme des retraites. Mais voilà, il fallait souligner le point qu'il ne faut pas oublier les galères du quotidien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de logement, qui dorment dehors. Et dernièrement, j'ai effectué un porte-à-porte avec le député Carlos Bilongo, avec aussi des membres de mon GA. Et les retours que nous avons eus de ce porte-à-porte-là, vraiment, c'était vraiment effroyable. Comme je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, au niveau des charges, ont doublé, voire triplé. Nous avons eu affaire à des passoires thermiques, des bouilleurs énergétiques. Il y a eu pas mal de problèmes que nous avons rencontrés, que les locataires nous ont fait remonter. Malgré leur courrier qu'ils ont adressé aux bailleurs, aucun retour, un irrespect total. Donc du coup, nous avons décidé d'agir avec le député Carlos Bilongo. Nous avons rédigé un courrier que nous avons adressé directement aux bailleurs. Et comme par enchantement, finalement, ce bailleur a répondu. Ce bailleur a répondu, donc du coup, au mois de septembre, nous avons une réunion avec ce bailleur-là pour pouvoir essayer de régulariser la situation de pas mal de choses, voir s'il y a des possibilités de poser des sondes au niveau des chauffages pour évaluer tout ça à distance. Donc du coup, c'est juste pour vous dire que d'une manière ou d'une autre, justice sera faite et ne pas abandonner les camarades. Seule la lutte libère. Merci. Moi, je suis conseiller de Paris, France Insoumise, donc je travaille pas mal avec Daniel Simonet, parce qu'on est sur le 20e, tous les deux. Et alors déjà, sur le logement, bon, comme vous le savez, Paris, c'est un peu le Mordor, quoi. Ça veut dire qu'on est sur, je sais pas, 40 mètres carrés pour trouver un logement à 40 mètres carrés. Vous pourrez pas trouver en dessous de 1150, 1200 euros. C'est ça, hein, le 20e. Je parle du 20e, hein, donc pas de Paris, c'est un des arrondissements les moins chers. Donc dans cette situation-là, vous comprenez que des gens qui sont à HLM, ils s'accrochent à leur HLM. Alors, c'est un contexte global, parce que quand on parle de la crise du logement, ça a été dit, il y a une crise systémique du logement. À Paris, en théorie, il y a un encadrement du logement. Agathe, qui est du 20e aussi, en a parlé. En théorie, parce qu'il y a 30% des logements qui dépassent cet encadrement, et c'est un encadrement à des niveaux tellement élevés qu'en vrai, ce n'est pas un encadrement des logements qu'on demande, c'est un encadrement à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Parisiennes et des Parisiens qui ont un salaire de 2000 euros, 2500, ce qui est, voilà, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas non plus rien, ils ne peuvent pas se loger, sauf en HLM. Ou alors, ils sont en zone 5, à 1 heure, 1 heure et demie de transport. Donc ça, c'est un énorme problème. Et sur les HLM, le problème des HLM, c'est quoi ? Il y a un double problème. C'est que oui, l'État a fait les poches des HLM. C'est-à-dire, depuis 2017, donc l'arrivée au pouvoir d'un certain Emmanuel Macron, c'est 1,3 milliard qui a été pris dans les poches des HLM. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des mobilisations logement ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a les locataires qui se mobilisent parce que leurs charges locatives ont augmenté de 3, 4, 5 cet hiver ? Tu en sais quelque chose, Agathe ? On se retrouve face à des bailleurs qui, en fait, ne jouent pas la transparence sur les contrats qui ont été signés avec les énergéticiens, mais en plus
font peser justement les charges sur leurs locataires. C'est un rapport de force. Alors, on veut bien être solidaire des HLM en disant c'est scandaleux ce que l'État vous font. Mais quand on se mobilise, quand on est devant les mairies, quand on demande aux municipalités de se mobiliser aux côtés des locataires et qu'ils nous disent « Ah non, on est désolé, il n'y a plus d'argent dans les caisses des HLM ». Et quand les locataires disent « Mais écoutez, moi, mon frigo, il est vide. Hein. Donc, j'ai plus d'argent, moi non plus. Comment on fait ?» Et c'est ça la vraie question, c'est qu'on devrait être solidaire en théorie, c'est-à-dire les mairies qui se disent de gauche devraient être aux côtés des locataires, les HLM devraient aussi mener cette bataille collectivement avec nous, et au final, ce n'est pas le cas. Donc oui, là, il y a un vrai problème. Et ce n'est pas simplement sur les charges, c'est la question de l'insalubrité, par exemple. On a fait des mobilisations dans le 20e où on faisait des expositions pour montrer les habitants prenaient en photo les souris qu'ils trouvaient dans leur appartement. On l'a mis dans la rue pour que le Parisien soit obligé de faire la une, d'en parler, pour que les médias en parlent, parce que tant qu'on n'en parlait pas, tant que ce n'était pas public, ah ben les HLM, ils s'en foutaient. Donc oui, il y a un problème de moyens, mais il y a un problème d'écoute, il y a un problème de solidarité, et il y a aussi un problème justement de coordination entre nous. Parce qu'on a fait des manifs devant la mairie d'arrondissement, mais on n'a pas pu en faire devant l'hôtel de ville, parce que les mobilisations ont été un peu compliquées à l'échelle des arrondissements. C'est de la faute de personne. C'est de la faute du fait que bailleur par bailleur, arrondissement par arrondissement, ville par ville, en fait, pour l'instant, on a du mal à se coordonner. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur la coordination. Et je termine sur un truc. La question du logement, c'est global. Il y a une crise du logement systémique, mais il y a une crise des moyens, parce qu'il y a quelque temps, c'était 2,2% du PIB qui était consacré au logement. Aujourd'hui, c'est 1,5%. La Fondation Abbé Pierre dit que ça n'a jamais été aussi bas. Donc ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de logements construits. L'Île-de-France, c'est quoi? C'est 25 000 logements qui sont budgétés pour cette année 2023, alors qu'il en faudrait 32 000, 37 000. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas de logement, on se loger. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe 2019, et je termine par ça, depuis 2019, il y a 80% de plus de gens dans le logement d'urgence. Il y a 30% dans les hôtels sociaux en Île-de-France. Et avec les Jeux Olympiques, ce serait évidemment pire parce qu'ils veulent cacher la misère. On a vu les gens qui ont occupé la place de l'hôtel de ville. Ça en a fait chier certains parce que ça ne faisait pas propre. Mais c'est la réalité sociale aujourd'hui à Paris, en Île-de-France et dans toute la France. Il faut la montrer, il faut être solidaire, il faut être intransigeant parce qu'il n'y a que ça qu'ils entendent. Et c'est par la solidarité qu'on y arrivera. Merci. Alors, je vous propose de laisser le mot de la fin aux invités pour qu'on puisse libérer la tente pour le prochain atelier. Il me manque une feuille réseau insoumis, donc n'hésitez pas à me la faire remonter. Et si vous souhaitez la compléter, vous pouvez aussi venir me voir. Je viens de consulter les intervenants et on trouve que Laurent a fait une très bonne conclusion. Donc je vous propose qu'on en reste là pour ne pas bousculer le programme. Et voilà, on se dit juste un mot d'ordre, mobilisation, unité, vous l'avez compris, on a plein d'actions à venir. Et voilà, on lâche pas le morceau. À bientôt.